Alors, quelquefois, dans l'entreprise, on connaît des périodes où les gens se retrouvent en situation de handicap et puis ils veulent réintégrer l'entreprise. Et quelquefois, on ne sait pas bien comment faire, on ne connaît pas les outils. Alors, on va demander à Olivier Leclerc. Bonjour Olivier. Bonjour. Quels sont les outils qui sont mis à la disposition des représentants du personnel pour réinsérer une personne ou insérer une personne en situation de handicap? Alors, on ne les connaît pas. Comment ça marche? Quels sont ces outils qui sont à leur disposition et comment on fait pour que le retour à l'emploi se passe le mieux possible? Bon, le plus bel outil déjà, c'est la mobilisation des acteurs. Et avec premier moteur, la personne en situation de handicap elle-même. Mais si tout le monde se mettait autour, il y aurait déjà beaucoup moins de besoin de financement et d'autres artifices en fait. Souvent, on ne prête pas assez attention à tout ce qui est préjugés, représentation de la personne en situation de handicap, et donc on ignore aussi ses propres difficultés. Ses propres difficultés, elles ne sont pas forcément parce que elle est malvoyante, elle a un problème de moteur. Il y a tout un tas de choses périphériques qui viennent. Déjà le déni, lorsque vous avez parlé de handicap qui apparaît tout au long de la vie, donc là je resterai sur cet axe-là, puisque ça sera différent pour un handicap qui serait survenu de naissance. Mais on a déjà la première période du déni de son problème de santé, de ce que ça peut engendrer au niveau familial, au niveau des transports, au niveau de son inquiétude pour son poste. Donc il faut aussi rassurer cette personne pour qu'elle puisse se mobiliser. Donc elle passe cette période de déni, ensuite qu'elle puisse se mobiliser et qu'on lui offre aussi un... Alors je vais parler de contrat parce que pour moi, en fait, on doit reparler aussi de dialogue social, d'un dialogue social respectueux et avec une mise à égalité de l'ensemble des acteurs, aussi bien de la personne donc concernée, la personne en situation de handicap, de son collectif de travail, des représentants du personnel, de l'entreprise. En fait, si toutes ces personnes se mettaient à discuter ensemble avec d'autres acteurs comme le préventeur, l'assistante sociale, le médecin, on pourrait appeler ça une cellule de maintien dans l'emploi. Donc ce sont des outils, un outil qui commence à apparaître. En revanche, cet outil que je viens d'énumérer avec nombre d'acteurs, il peut être fait à toutes les échelles de la société finalement. Mais là, je vous parle de l'entreprise. L'entreprise. Donc, on a un collègue qui est parti pour une dépression, par exemple. Il a été en maladie suffisamment longtemps et puis il revient. Donc, le travail à faire, il y a un travail de l'entreprise via la direction des ressources humaines. Il y a un travail des représentants du personnel. Et il y a un travail, j'allais dire, de chacun des salariés. Et il y a surtout ce qui manque le plus par les temps qui courent, c'est un peu de civisme pour reconnaître que certains ont plus besoin d'attention que d'autres, au moins pour leur remettre le pied à l'étrier. Alors là, quels sont ces outils justement qu'on va activer pour que dans l'entreprise, les choses se fassent le plus fluidement possible et avec le plus de bienveillance possible? Alors, je vais juste me permettre une petite dissertation, parce qu'il y aura aussi un autre acteur qui va venir, enfin deux acteurs exactement, le médecin du travail notamment, ou même le médecin de famille, mais aussi la sécurité sociale, qui va offrir des outils, et notamment les cellules de l'ancienne CARSAT, mais les cellules existent toujours, de la prévention de la désinsertion professionnelle, qui vont venir avertir, si je peux m'exprimer ainsi, le salarié qu'il existe des solutions pour prévenir justement son licenciement pour inaptitude. Et donc tout un tas d'acteurs qui vont se mettre aussi autour de lui. Enfin, on va lui proposer. Je vous avoue que pour l'instant, les résultats sont mitigés et pour beaucoup de raisons. Et notamment parce que le salarié, comme je vous l'ai dit, est dans une situation où il ne reconnaît pas tout à fait la difficulté, où il risque de ne pas reconnaître la difficulté rencontrée, ou ne pas aller vers non plus les acteurs. Moi, personnellement, vous en l'avez dit, je suis picard. Pour trouver la première cellule PDP de chez moi, ça doit être à Lens, ça doit être à 2 heures de route, quoi. Donc après, il y a une inégalité territoriale. Je reviens dans l'entreprise. Donc il y a des outils d'information, tout d'abord des collectifs de travail. Alors on peut avoir des associations qui viennent ponctuellement dans l'entreprise. Malheureusement, les associations de personnes handicapées sont souvent silotées en type de handicap. Donc je ne peux pas laisser en fait cette parole sans une autre parole qui est celle des IRP, nos représentants du personnel. Et la CFDT forme ses représentants, ses militants sur le handicap, non seulement par des formations spécifiques handicap, mais nous introduisons des modules de sensibilisation, d'information dans nos formations syndicales, qui concernent les délégués syndicales, le CSE, l'ancien CHSCT, etc. Donc on introduit des formations très spécialisées pour savoir quels sont les outils à disposition, notamment celle pour le cas d'un maintien dans l'emploi. Il y a un outil assez
remarquable, c'est celui du défenseur des droits, qui a fait un guide sur l'aménagement raisonnable. Et cet outil, dans cet outil, il y a une grille d'auto-évaluation pour savoir si on a tout bien mis en place, en fait, pour maintenir une personne dans l'emploi, notamment. D'accord. Donc ça, on a ces outils-là, on sait les activer. Comment le représentant du personnel va agir auprès des salariés pour accepter de nouveau ce nouveau salarié, puisque s'il est parti pour une dépression, c'est l'exemple de base qu'on a pris, il va revenir un petit peu différent. Comment fait-on pour sensibiliser le salarié pour qu'il y ait une attention particulière et que l'intégration, puisque là on n'est plus dans l'insertion, on est dans l'intégration de ce collègue de travail qui était là avant et qu'on a apprécié, soit la même et qu'on l'aide, parce que là on est dans le civisme, on est dans la solidarité. Comment on redéclenche ces sentiments humains qui tendent un peu à disparaître dans les siècles dans le siècle que nous vivons? Alors déjà, on s'adresse à la personne concernée elle-même, voir si on va lui présenter notre plan d'action et échanger avec elle, voir si ça lui correspond, ça correspond à ses attentes. On pourra faire aussi bouger un petit peu ses lignes, parce qu'au début, elle n'a pas forcément envie qu'on décrive sa pathologie, alors que ce n'est pas le cas. Nous, ce qu'on veut décrire, c'est plutôt les incapacités ou les difficultés qu'elle va rencontrer. La pathologie, je ne vais pas dire qu'elle ne nous intéresse pas, ce serait un langage mal... On la dépasse. Voilà, on la dépasse, exactement, et on va s'intéresser à ce qui risque de bloquer sur le maintien dans l'emploi, et notamment au niveau du collectif. Donc une fois que ce contrat est passé et accepté, on pourra aller vers les collègues, leur présenter, alors par exemple, parler un petit peu des troubles psychiques, parce que c'est vrai que c'est vraiment une carence chez toute la population. On a des représentations de ce que c'est la bipolarité, la schizophrénie, la dépression. Je pense qu'on mélange un petit peu tout. Et donc, on va parler des incapacités que vont provoquer la pathologie, le handicap de la personne. Et à ce moment-là, on va essayer aussi de discuter peut-être, alors là, ça devient un peu plus difficile, donc je vais prendre des guillemets, de l'organisation du travail. Peut-être pourrait-on changer l'organisation pour permettre à la personne de se maintenir. Et puis, on n'oublie pas, hein, il y a beaucoup de handicaps qui surviennent à cause du travail. Hein. Même si le sujet de la pénibilité est aujourd'hui largement évité par les organisations patronales, il est là. On le sait, on ne peut pas se féliciter de travailler sur l'insertion et le maintien dans l'emploi quand on voit l'hémorragie actuelle de plus de 150 000 licenciés pour inaptitude chaque année. Oui, c'est ça. Alors que on a vu sur un autre sujet que ce n'est pas parce qu'on est inapte que la fatalité est le licenciement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des outils pour maintenir dans l'emploi. Alors, est-ce que la formation qui est donnée aux managers pour gérer ça, il ne faudrait pas aussi faire une formation pour les collaborateurs de l'équipe concernée? Parce que hériter, je vais utiliser le terme qui peut être utilisé en entreprise, on va hériter d'un handicapé, quoi. Les former, parce que ça peut être une richesse aussi. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Alors, contre la formation des managers, je suis assez prudent parce que je trouve que les cadres qui sont notamment affiliés à la CFDT sont pas forcément étaient, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui viennent d'apparaître, n'étaient pas forcément armés pour encadrer une personne en situation de handicap, pour la valoriser selon son handicap, pour l'évaluer avec son handicap aussi. Et puis pour en fait dépasser le poids empathique que peut être une personne en situation de handicap dans son équipe, ou des challenges d'équipe. Alors, j'allais dire, attention, petit warning, la volonté de l'organisation syndicale de former les cadres n'est peut-être pas dans le même sens que la volonté de l'entreprise à former ses cadres. Puisque le problème de l'entreprise, c'est de faire de l'argent. C'est peut-être pas c'est que on réinsère la personne, très bien, mais il faut qu'elle soit productive aussi. Et c'est peut-être là qu'il y a peut-être un antagonisme entre ce que voudrait la formation du cadre CFDT et ce que voudrait la formation du cadre de l'entreprise lambda, même si c'est la même personne. Donc c'est là qu'après, c'est un problème de conscience. Et là, je me pose du côté de l'entreprise. Bien sûr que l'organisation syndicale fait des formations, mais c'est l'entreprise qui est concernée. Et avec la meilleure volonté du monde, l'organisation syndicale peut proposer des choses. C'est quand même pas le même camp, le syndicaliste et l'entreprise. C'est pas vous que je vais le dire. Je ne vais pas te donner de recette magique, puisqu'on voit l'échec total lorsqu'on essaye de mettre en place notamment un accord handicap, que je n'ai pas cité, dans une entreprise, et qu'il n'y a pas de véritable échange permanent avec les élus du personnel, avec les délégués syndicaux, avec le collectif de travail. En fait, chacun cuisine un petit peu à sa sauce, et le plat ne peut pas se faire. En fait, il n'y a rien qui se fera en fait sans dialogue social, sans un échange avec le collectif.
sais pas comment mieux l'exprimer. Non, mais c'est très clair. En fait, je pense que par contre, c'est important de dire que malgré que l'entreprise a envie de faire de l'argent, je pense qu'elle est tout à fait convaincue de l'intérêt de la diversité et de la richesse. Mais ça prend du temps. Pour elle, ça prend du temps. Parfois, elle ne sait même pas chercher les outils. Un outil que je n'ai pas cité, c'est aussi Cap Emploi, hein. Donc, ce sont des outils qui sont souvent gratuits à la disposition de l'employeur pour faire une étude ergonomique du poste, pour aménager un poste. Donc, pareil, sans besoin de financement de l'employeur. Ils sont parfois méconnus, ces outils. Alors, voilà, je pense que vous avez mis le doigt sur le sujet. Insérer une personne en situation de handicap, ce n'est pas forcément un problème de budget, un problème d'argent. Les structures existent, on en a parlé, la médecine du travail, même si le médecin du travail a tendance à disparaître au profit d'infirmiers ou d'infirmières. Les Cap Emploi, on en a parlé, la GFIP, on en a parlé dans plusieurs sujets. Tous ces outils-là sont gratuits, ils sont là pour vous aider. Donc ce n'est pas un problème que d'insérer une personne en situation de handicap dans l'entreprise ou de réintégrer une personne qui a eu un incident dans sa vie et qui doit revenir à l'emploi et ne pas subir cette double peine du handicap et de la perte d'emploi. Parce que ça, c'est une double peine. Et c'est quand même pas humain de faire subir une double peine à quelqu'un. Non, et encore, double peine, moi, quand je pense à ça, on va aussi, par exemple, je profite juste de l'ouverture que vous me faites, c'est que la personne en situation de handicap n'a pas forcément besoin que d'aménagement de poste. Il y a parfois besoin d'étudier tout l'environnement social, que ce soit le transport, le logement, les horaires, enfin, il y a tout un tas d'autres paramètres qu'il faut pouvoir prendre en compte pour maintenir une personne en emploi, comme la série d'ailleurs. Et ce qui est aussi important, c'est de savoir quand on doit aménager et quand on ne doit pas aménager, parce que la personne en situation de handicap ne voudrait peut-être pas être considérée toute la journée comme une personne en situation de handicap, mais être intégrée comme un membre d'une équipe à part entière, avec ses capacités, son talent et son savoir-faire. Et ça, c'est très difficile de pouvoir appréhender ça, parce que ça demande une gymnastique intellectuelle particulière et une empathie très particulière. C'est tout à fait raison. Et la chose que personnellement je trouve qu'on manque, c'est d'exemples de maintien dans l'emploi. Il y en a plein qui ont les images. En fait, je connais des aménagements d'emploi qui finalement mis pour une personne, hein, enfin mis en place pour une personne en situation de handicap, ont été dupliqués pour l'ensemble des personnels parce qu'on a vu l'utilité de l'aménagement. De la même façon, une organisation du travail a pu profiter à l'ensemble du personnel parce qu'elle était en fait générée par une personne qui avait un problème de poste. On organisait différemment le travail. Et ben, tous les collègues en bénéficiaient finalement. Alors parfois, un peu au détriment de la personne en situation de handicap, je le reconnais, parce qu'elle doit chercher un compromis pour se maintenir dans l'emploi. Et c'est là aussi où il faut l'épauler, quoi. Alors voilà, les outils existent, c'est pas forcément compliqué, c'est pas coûteux, on s'en prive pas. Merci Olivier d'être venu nous expliquer tout ça. Je vous en prie, avec plaisir.